Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker. Pour l'épisode 30 de Parlons Constitution, on continue à parler du chef d'État. On va se demander cette fois quel est son rôle. Alors quelques rappels. Premièrement, le chef d'État, c'est ce qu'on a vu à l'épisode précédent, l'épisode 29, c'est un ou une présidente de la République, élue au suffrage universel direct, c'est-à-dire par tous les citoyens qui soient actifs ou passifs, à la méthode Borda modifiée, comme pour la moitié des députés, mais ça on l'a déjà vu, je ne vais pas expliquer ce que c'est, et qui peut être révoqué, le président, la présidente de la République peut être révoqué, renversé, par un référendum d'initiative citoyenne révocatoire à la majorité absolue des citoyens. Alors on verra plus tard ce que c'est qu'un référendum d'initiative citoyenne, quelles sont les conditions pour un référendum, etc., mais pas maintenant. En tout cas, vous savez qu'il y a possibilité, dans ma vision politique constitutionnelle, de révoquer, de renverser le président de la République avec un RIC révocatoire à la majorité absolue des citoyens, donc tous les citoyens actifs comme passifs. Alors également on avait dit que s'il y avait vacance ou empêchement du président de la République, empêchement pour exercer ses fonctions bien sûr, la présidence revenait du coup au président de la Chambre des Sages, ou à défaut, si le président de la Chambre des Sages ne peut pas, parce que lui-même est empêché ou qu'il y a vacance de son poste, si c'est pas possible que le président de la Chambre des Sages exerce le poste pendant la vacance, alors à défaut ce sera le gouvernement qui exercera le rôle de président de la République, en tout cas les fonctions du président de la République. Par contre, les pouvoirs seront amoindris, certains pouvoirs et articles ne sont pas applicables dans ce cas-là. Alors concernant le mode de désignation du président de la République, c'est une élection, je l'ai déjà dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Car on a besoin de compétences, d'expertise et d'expérience, d'indépendance, un minimum, de responsabilité et de consentement. Tout ça est lié à quoi ? Est lié bien sûr au rôle du chef de l'État, au rôle du président de la République. C'est ce qu'on va voir justement dans cet épisode. Et vous comprendrez mieux pourquoi il y a besoin de compétences, d'expertise, d'expérience, d'indépendance, de responsabilité et de consentement. Alors c'est un chef d'État, un seul. Pourquoi ? Pour les mêmes raisons, en tout cas parce qu'il y a ces rôles-là qu'on va voir juste après pour le chef d'État, et donc on a besoin de clarté, de simplicité, notamment à l'international, d'efficacité, de rapidité, de force des décisions, de responsabilité claire et entière. Autre rappel, il faut séparer les pouvoirs pour que le pouvoir arrête le pouvoir. Je reprends les mots de Montesquieu. Qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il faut un empêchement mutuel, une balance des pouvoirs, c'est-à-dire un équilibre entre la séparation et la relation entre les pouvoirs. Cet équilibre est sensible, difficile à obtenir, parce qu'il faut éviter les blocages, et en même temps éviter une confusion des pouvoirs. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire quand on construit une constitution, en essayant justement d'avoir cette balance des pouvoirs. C'est ce qu'on essaie de faire ici dans cette série. Alors, autre rappel, les rôles des assemblées, donc du pouvoir législatif, c'est faire les meilleures lois, pour se rapprocher de la société idéale qui permettrait le mieux à tous et à chacun de rechercher le bonheur. Pour rappel, se rapprocher de la société idéale qui permettrait le mieux à tous et à chacun de rechercher le bonheur, c'est l'objectif de notre constitution et de l'État, en tout cas dans ma vision. Bien sûr, en plus du rôle législatif, il y a d'autres rôles pour les chambres, un rôle de contrôle de l'action du gouvernement, un rôle d'évaluation des politiques publiques, et aussi, pour le conseil scientifique, un rôle de conseil. Concernant le pouvoir exécutif, et en fait ici je parle plus précisément du gouvernement, il est dirigé d'abord par 3 directeurs, et ses rôles sont mise en œuvre des lois, les faire appliquer, les exécuter, diriger l'administration, édicter les règlements, conduire la politique de la nation, nommer les fonctionnaires, diriger la force publique afin d'assurer l'ordre public et faire respecter la loi, diriger la force militaire, diriger la diplomatie et négocier les accords internationaux, c'est-à-dire la politique étrangère, et également participer à la détermination de la politique de la nation, qui est du ressort de l'Assemblée nationale surtout, avant tout, et également élaborer les politiques publiques, évidemment. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, petite note préalable, c'est-à-dire que c'est pas un rappel quand on l'a jamais vu, mais c'est quelque chose qu'il est important de noter pour bien comprendre la suite, bien comprendre les rôles et pouvoirs du président de la République. Il y a différents types de pouvoirs. Le premier, c'est les pouvoirs propres, ou les domaines réservés. Ce sont des pouvoirs du président de la République qu'il exerce de façon discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il les exerce seul et seulement s'il le souhaite. Il y a d'autres pouvoirs qu'on appelle les pouvoirs partagés. Alors là, il ne décide pas seul, il est en partie contraint. C'est-à-dire que les pouvoirs du président de la République, il les exerce avec d'autres personnes.
C'est par exemple le cas, alors c'est souvent ce cas-là qui se présente pour les pouvoirs du président de la République, c'est le cas lorsqu'il y a prise d'actes qui doivent être contresignés. Contresigner, c'est que quelqu'un d'autre appose la signature pour valider l'acte. C'est souvent le Premier ministre, enfin actuellement, donc les directeurs dans ma nouvelle constitution, et les ministres concernés. C'est souvent le cas pour les pouvoirs partagés. Donc pour cette définition-là, c'est marqué à l'article 19 de la Constitution de la 5ème République. Les actes du président de la République, autres que ceux prévus aux articles 8, premier alinéa, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61, sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. Le principe reste le même, même si, bien évidemment, avec une nouvelle constitution, les articles concernés par ces contreseins ne seront certainement pas les mêmes. Alors, il y a également un troisième type de pouvoir. Ce sont en réalité les compétences liées. C'est pas réellement un pouvoir du président de la République, en fait. C'est plus une fonction qu'il exerce, parce qu'en fait, ce sont des compétences qu'il est contraint d'utiliser. C'est-à-dire que, d'après les mots de la Constitution, il n'a pas le choix de le faire. C'est par exemple le cas lorsqu'il doit promulguer la loi. Il est contraint de le faire. La loi a été votée, elle est en règle, il n'y a pas de problème, il doit la promulguer. Il ne peut pas s'y opposer, il est contraint, c'est une compétence liée. Alors commençons donc maintenant avec ses rôles en tant que chef de l'État. Alors quels sont ses rôles en tant que chef de l'État? Premièrement, il incarne l'autorité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du fonctionnement normal des pouvoirs publics, du respect de la Constitution et des traités, il est garant de l'indépendance de la justice et il nomme les magistrats et aux représentants de l'institution. Tous ces rôles-là sont des rôles importants, c'est-à-dire qu'il est un véritable gardien, un protecteur des institutions, de l'indépendance nationale, du territoire et de l'indépendance de la justice, du respect de la Constitution et des traités, bref, tout ce qui est marqué ici. Alors, actuellement, c'est marqué où? C'est marqué dans différents articles, on va y venir tout de suite. Le premier, l'article 5. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage, donc c'est un arbitre, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. On retrouve ce que j'ai marqué au-dessus. Alors si je le mets au-dessus, le pouvoir que je le mets en pouvoir, voilà, que je l'ai noté au-dessus, incarne l'autorité de l'État, etc., ça veut pas forcément dire que je souhaite qu'il reste pareil. Si je ne dis rien, si je dis pas que je souhaite des changements, que je souhaite qu'il y ait des choses différentes, alors ça reste comme ça. Alors donc, comme je le dis, c'est à garder. Mais, j'aimerais rajouter une chose, personnellement je pense qu'il faudrait préciser la garantie du respect de la Constitution et des traités, il faudrait mettre plus défendre la stabilité du régime également, et la bonne application des valeurs et objectifs politiques de la Constitution. Alors attention dans ce que je dis ici, ce n'est pas car il défend la stabilité du régime et la bonne application des valeurs et objectifs politiques de la Constitution que la Constitution ne peut pas être changée sans son accord. Le pouvoir constituant reste maître en la matière. Mais en tout cas, il le défend, la vision, les valeurs et objectifs de la Constitution, politiquement bien sûr. Juridiquement, c'est la Cour constitutionnelle qui s'en occupera. Politiquement, c'est lui qui défend la stabilité du régime, la bonne application des valeurs et objectifs politiques de la Constitution. Mais si le pouvoir constituant décide que la Constitution doit changer, il ne peut s'y opposer, le pouvoir constituant reste souverain. J'ai bien ici insisté sur il défend la stabilité du régime, c'est-à-dire que en tant qu'arbitre ou gardien, on y reviendra dans la conclusion, c'est un de ses rôles principaux, c'est qu'il doit faire en sorte d'agir, d'utiliser ses pouvoirs à bon escient pour que le régime soit le plus stable possible. C'est un garant, c'est un arbitre, c'est un protecteur du régime, de la Constitution, du territoire, bref, il est là pour essayer de tempérer un petit peu les forces politiques pour que tout se passe bien, notamment s'il y a de potentiels conflits entre le gouvernement et le Parlement, et en particulier l'Assemblée nationale. Continuons là-dessus, on est toujours bien sûr dans la première partie, en tant que chef de l'État, il peut saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité d'une loi. C'est un rôle qui semble pas très important, mais qui pourtant l'est quand même, car en réalité c'est la continuité de ces rôles de gardien, de garant de la Constitution. C'est noté à l'article 61, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la République, ou par d'autres personnes, en tout cas ici c'est noté notamment par le président de la République. Alors c'est évidemment pour moi à garder, c'est dans la continuité, comme je l'ai dit, de son rôle de garant du respect de la Constitution et des traités. Il nomme également 3 des membres du Conseil constitutionnel, dont son président. L'article 56 nous dit 3 des membres sont nommés par le président de la République. Ensuite l'article dit d'autres choses, 3 des membres sont nommés par une autre personne, etc. Bref, c'est pas très important ici. Le président est nommé par le président de la République, il a voix prépondérante en cas de partage.
Alors pour moi, je vais pas vous donner de réponse ici. En fait, on verra ça plus tard quand on abordera ces questions, les questions de qui est le juge constitutionnel, comment est-ce qu'il est nommé, qui sont ses membres, quels sont ses pouvoirs en réalité, d'une façon plus précise, sans être non plus trop précis. Mais ça, du coup, c'est dans des épisodes plus loin. Du coup, ici, je ne peux pas m'avancer. Est-ce que le président de la République gardera ce pouvoir ou non? On le verra beaucoup plus tard. Alors, le président de la République promulgue les lois et signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il a donc le pouvoir réglementaire. Il peut également demander une seconde délibération du Parlement. Alors ça c'est noté dans différents articles, on va y venir tout de suite, mais avant j'aimerais préciser quelque chose, ou plutôt marquer quelque chose d'important, c'est que c'est une compétence liée pour la promulgation des lois, la signature des ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Alors, en réalité, dans les faits, sur la signature des ordonnances et des décrets, en période de cohabitation, donc actuellement, ça s'est déjà arrivé, c'est quand il y avait un président de la République, un premier ministre ou une première ministre, qui n'avait pas la même couleur politique, n'était pas du même parti, du même bord politique, lors de ces périodes, il est arrivé que le président de la République refuse, en tout cas, retarde la signature d'ordonnances ou de décrets, je ne sais plus exactement lesquels, mais bref, c'est normalement, pour moi en tout cas, une compétence liée. Et ça devrait l'être. Il demande une seconde délibération du Parlement. En tout cas, il peut le faire. Il n'est pas obligé de le faire. C'est s'il pense qu'il y a besoin. Donc ça, c'est pas une compétence liée, c'est un pouvoir propre. Bref, on continue. C'est noté à l'article 10. Le président de la République promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Donc en fait, c'est l'indicatif ici qui me fait dire que c'est en réalité de l'impératif et que c'est obligatoire. Le président de la République promulgue les lois. Point. C'est pas il peut promulguer, c'est le président de la République promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, voilà, là on a donc un pouvoir propre qu'il n'est pas obligé d'exercer, qu'il peut de façon discrétionnaire exercer, mettre en œuvre, avant l'expiration de ce délai, donc avant la promulgation de la loi. Il demande au Parlement il peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut pas être refusée. Ça ne veut pas dire que les conclusions de la nouvelle délibération devront être différentes et que la loi qui sera votée, qui sera de nouveau votée, devra être différente. Elle pourra l'être, mais pas nécessairement. Le président il dit attention, ici je trouve qu'il y a des problèmes, je pense que ça devrait pas être comme ça, il donne un peu son avis certes, et ensuite il dit vous pourriez revoir un peu votre copie. Ils revoient leur copie, s'ils pensent que c'est bon, ils renvoient la copie, je parle de la loi ici, il renvoie la copie en disant « On a voté pareil, vous pouvez la promulguer, monsieur le président. » Il la promulgue, il n'y a aucun problème. Mais ils peuvent tout aussi bien décider de dire « Ah, il a raison le président de la République. » Ou « Elle a raison la présidente de la République. » Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire plutôt les députés? Si c'est le cas d'une loi votée par les députés, je vais revoir ma copie et je vais décider de changer quelques trucs. Voilà. C'est juste une délibération. C'est pas forcément un changement obligatoire. Alors l'article 13 c'est marqué que le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Là j'ai mis l'entièreté de la phrase, après il y a d'autres choses dans l'article 13, mais c'est bien marqué, signe, c'est de l'indicatif qui pour moi a une valeur d'impératif ici, c'est ça qui me fait dire que ça devrait être dans la Constitution actuelle comme dans la Constitution future, en tout cas que j'imagine, que ça devrait être une compétence liée. Donc pour moi c'est à garder, car ce sont des compétences liées, je l'ai déjà dit, et c'est lié au pouvoir d'arbitre, de gardien, du président de la République pour la demande de seconde délibération du Parlement. En réalité, le président de la République n'a pas demandé une seconde délibération parce qu'il n'est pas d'accord avec la loi, mais plutôt parce qu'il pense que la délibération a été mal faite, qu'ils ont oublié des éléments essentiels dans leur raisonnement, dans le débat. Il peut aussi faire ça s'il juge que cette loi porte atteinte à la stabilité du régime ou, à l'intégrité du territoire, en tout cas aux choses dont il est le garant. Il ne fait pas ça parce qu'il n'est pas d'accord, il fait ça, pas parce qu'il n'est pas d'accord d'un point de vue personnel, mais parce qu'il n'est pas d'accord par rapport à ses pouvoirs, à ses prérogatives, à son rôle principal de gardien, de protecteur, d'arbitre, de garant. Vous comprenez un peu la logique derrière. Normalement oui, mais si vous avez des questions, bien évidemment les commentaires restent ouverts. Autre pouvoir maintenant, le droit de grâce. Il est noté à l'article 17. Le président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. Alors, je suppose que tout le monde connaît le droit de grâce, mais je vais quand même le rappeler. Il s'agit de gracier quelqu'un et donc d'effacer, de faire en sorte que la personne ne soit plus en prison, n'ait plus la peine qu'elle doit exécuter. Par exemple, quelqu'un va en prison pour 5 ans, le président de la République juge que cette personne a fait des hauts faits
durant sa première année de prison, que en plus elle a été emprisonnée sur des bases, des preuves pas vraiment certaines, même très incertaines et qu'il y a un gros doute, on peut décider de gracier la personne. Alors c'est un pouvoir qui est honorifique et rarement utilisé comme je l'ai marqué ici, mais pour moi il est à garder, car on ne sait jamais, ça pourrait être utile un jour, c'est un pouvoir honorifique qu'il garde, en tout cas encore actuellement, disons par tradition. Alors autre pouvoir, en tout cas actuellement, il représente la France à l'étranger et nomme les ambassadeurs. L'article 14 nous dit que le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Il négocie également et ratifie les traités. L'article 52 nous dit que le président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. Alors actuellement c'est un domaine réservé, partagé avec le gouvernement. Ça dépend un petit peu. Soit c'est un domaine réservé, soit c'est le domaine partagé, ça dépend sur quoi. Il y a un partage, mais pas sur tout. Alors, est-ce que ça devrait être domaine réservé ou partagé? En réalité, dans l'ensemble, ça devrait être, pour moi, des pouvoirs partagés. Parfois, c'est plutôt le gouvernement, parfois, c'est plutôt le président de la République. En fait, ça dépend pourquoi. Et on verra ça peut-être un peu plus loin, en tout cas pas dans les détails, mais un peu plus loin, on en reparlera, puisqu'on va reparler de ça dans une prochaine partie dans cette vidéo. Continuons sur les pouvoirs du président de la République liés à son rôle de chef de l'État. Le référendum sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées. Cette possibilité est notée à l'article 11. Le président de la République, sur proposition du gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au journal officiel, donc les propositions, peut soumettre, d'abord il faut qu'il y ait proposition du gouvernement et des deux assemblées, ensuite le président de la République décide s'il soumet ou non au référendum tout projet de loi, donc ça c'est le type de projet de loi en fait, tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Bref, ce sont beaucoup de cas, mais pas tous en réalité. Mais en tout cas, la plupart des lois, quasiment tous, peuvent faire l'objet d'un référendum selon cet article 11. Alors, c'est marqué tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution. Pourquoi c'est précisé ici, sans être contraire à la Constitution? En fait, c'est par rapport à la hiérarchie des normes constitutionnalistes, c'est-à-dire que la Constitution est au-dessus des traités, des accords internationaux. Il ne peut pas y avoir ratification, donc validation, entrée dans le droit en vigueur, des accords internationaux ou des traités internationaux, si ceux-ci sont contraires à la Constitution. L'article 11 continue. Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le président de la République la soumet au référendum. Donc là c'est remarqué proposition de loi, donc en réalité c'est pas que les projets de loi, désolé je me suis peut-être un peu trompé avant, mais il faut dire qu'ici c'est peut-être un peu mal écrit dans la Constitution. Bref, en tous les cas c'est quasiment tous les projets ou toutes les propositions de loi ordinaires, courantes, qui peuvent faire l'objet d'un référendum selon l'article 11. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. Donc on respecte la décision qui a été donnée lors du référendum. En tout cas, s'il y a adoption du projet par référendum ou de la proposition de loi, le président de la République doit promulguer la loi dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats de la Constitution. L'interprétation pourrait être un petit peu, disons, biaisée, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire quand le référendum n'a pas conclu l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi. En toute logique, si le référendum a conclu au rejet de l'adoption du projet ou de la proposition de loi, donc à ne pas adopter le projet ou la proposition de loi, alors normalement il ne devrait pas être adopté. Ça c'est mon interprétation. Est-ce qu'il doit y en avoir une différence? Je pense que ce serait illogique de conclure qu'on fait ce qu'on veut quand le référendum n'a pas conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, mais au contraire à un refus. Ce serait un petit peu étrange, comme interprétation, et disons alambiqué, tiré par les cheveux, capillotracté, comme on dit. Article 89, l'initiative de la révision de la Constitution, oui parce que ça continue, L'initiative de la révision de la Constitution appartient concouramment au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Car en fait, la possibilité de référendum, c'est aussi lié à la procédure de révision de la Constitution dans la Constitution actuelle. Donc, l'initiative appartient concouramment au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement,
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au 3e alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Sauf, toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès. Ça, c'est le cas actuel. Et comme le cas que je disais tout à l'heure sur le juge constitutionnel, en réalité, ce pouvoir dépendra des épisodes sur les référendums et sur la révision de la Constitution. Donc, est-ce qu'il perdurera ou pas dans ma vision politique constitutionnelle? Pour ça, il va falloir regarder la suite de la série, bien évidemment. On continue sur les pouvoirs du président de la République. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. C'est noté à l'article 12, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Il autorise, en réalité, selon moi, ou n'autorise pas la dissolution de l'Assemblée nationale ou la motion de censure. Mais il ne peut l'ordonner de lui-même. Alors là, c'est pas une interprétation, c'est un changement. Car ici, on voit bien que c'est marqué, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc en fait, c'est lui qui décide, mais il doit juste consulter les autres, le Premier ministre et président des assemblées. Pour moi, ça doit être le contraire. On verra ça plus tard, quand on verra la procédure pour la dissolution de l'Assemblée nationale, mais pour moi, il doit juste autoriser ou ne pas autoriser une dissolution ou une motion de censure. Donc ça, on verra quand on parlera des motions de censure. Donc il n'autorise ou n'autorise pas. C'est pas lui qui prend la décision d'initier, de demander une dissolution, mais c'est lui qui décide en dernier ressort si ça doit avoir lieu ou non. Prenons un exemple très simple. Alors, c'est un exemple, c'est pas forcément ce que je vais décider qu'il y aura dans cette vision politique constitutionnelle, mais prenons un exemple quand même. Imaginons que ce soit un des directeurs, ou alors les trois, je ne sais pas encore, qui décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Il ne peut pas le faire si le président de la République ne l'autorise pas. Donc il faut qu'il demande « Bonjour, monsieur le président de la République, madame la présidente de la République, j'aimerais dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non ?» Le président de la République décide « Oui, la dissolution de l'Assemblée nationale est effective. » S'il décide « Non, il n'y a pas de dissolution de l'Assemblée nationale. » Il peut y avoir éventuellement d'autres choses, et essentiellement une discussion entre les forces politiques qui sont en conflit, donc l'Assemblée nationale, potentiellement, et les membres du gouvernement. S'il y a motion de censure, donc là je ne dis pas non plus comment, c'est pareil. Imaginons que ce soit l'Assemblée nationale qui vote une motion de censure. La motion de censure n'est valable que si le président de la République la confirme. S'il l'infirme, elle n'est pas valable. Donc il ne peut pas l'ordonner de lui-même. C'est pas lui qui dit j'aimerais une dissolution de l'Assemblée nationale ou j'aimerais censurer le gouvernement. Non, c'est les autres qui ont l'initiative, qui viennent lui demander pour confirmer. Concernant le droit de message aux assemblées parlementaires. Actuellement, il est noté à l'article 18 que le président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il peut aussi prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. Donc, le président de la République ne peut ni participer. Selon moi, ici c'est dans ma vision, le président de la République ne peut ni participer, ni assister aux séances des chambres, y compris en commission. C'est actuellement le cas aussi. C'est une tradition pour éviter qu'un président éloquent prenne le pouvoir, prenne l'ascendant par son influence sur le pouvoir législatif. Donc le président de la République ne peut ni participer, ni assister aux séances des chambres, y compris en commission. Mais, comme actuellement, il doit avoir un droit de message. Donc droit de message envers toutes les assemblées, on en a déjà parlé, et possibilité de prise de parole devant le Parlement réuni à cet effet en congrès, mais évidemment, le congrès n'est pas composé des trois chambres, des trois assemblées. D'ailleurs, appeler le conseil scientifique une chambre, ce n'est pas juste, c'est pas correct. Ce serait seulement la Chambre des sages et l'Assemblée nationale qui seraient convoqués en congrès, puisque le conseil scientifique n'a pas à participer au congrès. Pourquoi? Car il n'a pas un rôle politique, mais un rôle scientifique, de vérification scientifique, de conseil scientifique. Alors maintenant, on va passer aux autres pouvoirs du président de la République, qui vont nous poser la question, est-il un chef de l'exécutif ou pas? C'est la question qu'on va se poser ici, vis-à-vis des pouvoirs qu'il a actuellement, et vis-à-vis de ceux que j'aimerais garder ou non, ou ajouter. Alors, le président de la République nomme le Premier ministre et les membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. L'article 8 nous dit que le président de la République nomme le Premier ministre, il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Il nomme, dans ma vision, les trois directeurs. Donc il a le choix. Comme actuellement, le président de la République nomme le chef du gouvernement, moi il nommerait les trois chefs du gouvernement, à savoir les trois directeurs. Par contre, ça devrait être une compétence liée pour la nomination des membres du gouvernement sur proposition du directeur.
C'est-à-dire que le président de la République décide qui il nomme en tant que directeur, mais il ne décide pas qui sont les ministres, qui sont les membres du gouvernement. C'est les directeurs qui viennent lui donner les noms des ministres. Il peut mettre fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement dans la Constitution actuelle. Pour moi, il ne met fin aux fonctions des directeurs et des membres du gouvernement que si une motion de censure est votée au préalable et qu'il autorise ce renversement. Et il recueille et rend effectif les démissions éventuelles. C'est-à-dire que c'est pas lui qui peut avoir l'initiative pour renverser, pour faire démissionner, pour mettre fin aux fonctions d'un Premier ministre, donc ici d'un directeur, et des membres du gouvernement. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas appeler le directeur, enfin un des directeurs, ou un ministre, et dire je ne veux plus que tu sois membre du gouvernement, je te demande de me présenter ta démission. Non, il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas à lui de décider. Soit c'est une démission volontaire, ou un petit peu forcée, en tout cas une démission posée par un directeur, posée par un membre du gouvernement. Dans ce cas-là, il recueille, il rend effectif. Il dit ok, tu démissionnes, très bien. Si éventuellement c'est un directeur qui démissionne, il va en nommer un nouveau. Si c'est un ministre, c'est au directeur de décider s'il doit être remplacé ou non. En principe, il devrait être remplacé parce que des ministres dont les fonctions peuvent ne pas être exercées et que ça pose pas de problème, c'est assez rare. Soit les fonctions sont redistribuées à d'autres ministres, ça c'est possible aussi, par un remaniement ministériel, ou soit le ministre devra être remplacé par un nouveau. Bref, ça c'est le cas des démissions. En cas de motion de censure, dans ce cas-là, le président de la République a son mot à dire puisqu'il n'autorise pas le renversement. S'il le fait, alors il se passe ce qu'il doit se passer en cas de motion de censure. Si c'est une motion de censure sur l'ensemble du gouvernement, il renomme 3 directeurs, les 3 directeurs choisissent des ministres, choisissent leurs membres de gouvernement, le président de la République les nomme, puisque c'est une compétence liée. Voilà. C'est tout, c'est comme ça que ça devrait se passer, selon moi. Continuons là-dessus. Donc il n'est pas vraiment chef de l'exécutif ici, puisqu'il ne peut pas renverser, il ne peut pas demander la démission, mettre fin aux fonctions, renvoyer en fait un ministre. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Actuellement, c'est noté l'article 13, il nomme aux emplois civils et militaires de l'État, et c'est précisé, les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer, régis par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres. Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom. Et l'article 13 continue, on va voir la suite. Une loi organique détermine les emplois ou fonctions autres que ceux mentionnés au 3e alinéa pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation, le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Donc ici, ce n'est plus un pouvoir propre, complet au président de la République, puisque les commissions permanentes des assemblées vont exercer un avis là-dessus. Et dans ce cas, le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission, donc la commission du Sénat et la commission de l'Assemblée nationale actuellement, représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernées. Ça c'est une précision, c'est une protection qui a été ajoutée plus tard, je sais plus quand exactement, je crois que c'est à la révision de 2008, mais ce serait à vérifier. En tout cas, ce n'était pas là en 1958. C'est donc, pour moi, ça doit donc être pour moi plutôt des pouvoirs partagés avec le gouvernement. Cela doit dépendre des postes. Parfois, il doit y avoir des auditions par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et de la Chambre des sages, donc comme actuellement. Mais ça doit être encore plus partagé. C'est-à-dire que pour moi, le gouvernement devrait donner plus son mot à dire sur les postes que le président de la République veut remplir, veut nommer. Par contre, je précise que c'est bien au président de la République de nommer les ambassadeurs après consultation du ministre chargé de la politique étrangère. Donc c'est un pouvoir qui n'est pas partagé, c'est un pouvoir propre concernant les ambassadeurs. Pour moi, ça doit rester tel quel. On l'a déjà évoqué un petit peu avant, on l'a dit tout à l'heure sur ce cas-là. Et on va y revenir encore un petit peu après, par rapport à la politique étrangère, tout ça. Le président de la République préside actuellement le Conseil des ministres. Article 9, le président de la République préside le Conseil des ministres. Pour moi, ça ne doit plus être le cas. Ça doit être le directeur-président qui préside. On a déjà vu, il y avait une rotation de la présidence du gouvernement entre les 3 directeurs. Le président de la République ne peut qu'assister sans participer. Alors oui, c'est complètement différent d'actuellement. Parce que pour moi, en réalité, le chef d'État est un chef d'État. Il n'est pas chef de l'exécutif. Ceux qui dirigent l'exécutif, ce sont les 3 directeurs. Ce n'est pas le président de la République. Le président de la République ne peut qu'assister sans participer. En tant que quoi? En tant qu'arbitre, en fait.
c'est un observateur, c'est un arbitre, il est là, il n'a pas le droit de parole. Il ne fait qu'assister au Conseil des ministres. Pourquoi il peut assister? Pour continuer d'avoir une certaine pression quand même sur les ministres, comme quoi il est là pour surveiller. Il surveille le gouvernement. Et ça lui permet aussi d'être au courant des faits importants, de ce qui se passe dans le pays, et éventuellement d'exercer son rôle s'il y a une motion de censure. Il peut convoquer le Parlement en session extraordinaire à la demande du gouvernement ou de la majorité des députés. On l'a déjà évoqué. L'article 30 le dit, hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République. On l'a évoqué dans l'épisode 27, je crois. Tout ce qui est organisation, comment est-ce que décident les chambres. Article 29, il est noté, le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale sur un ordre du jour déterminé. Ça c'est pour préciser ce qui est marqué au-dessus. Pour moi c'est à garder, c'est un pouvoir d'arbitre, de gardien qu'il doit garder. D'ailleurs, ce n'est pas un grand pouvoir en réalité, mais c'est un pouvoir quand même qui est bien lié à son rôle d'arbitre, de gardien. Les détails, comme je l'ai dit, c'est dans l'épisode 27, fin de la partie 1A. Est-il un chef des armées? On a vu qu'il n'est pas vraiment un chef de l'exécutif. Est-ce qu'il est un chef des armées comme actuellement? Actuellement c'est noté, qu'il est le chef des armées. Article 15, le président de la République est le chef des armées. C'est marqué, mais pour moi ça ne doit pas être le cas. Les 3 directeurs sont responsables de la politique de défense nationale. Le ministre de la Défense est chargé de sa mise en œuvre. Pour moi ça devrait être ça. Mais, en cas de conflit important entre les chefs politiques et militaires de la défense, donc les 3 directeurs, le ministre de la Défense, également l'état-major, par exemple le général, un amiral, ce genre de poste, qui dirige l'armée, s'il y a un conflit important, le président de la République peut être appelé pour trancher en faveur d'une déposition d'un des choix en débat. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une décision, il y en a qui veulent plutôt ça, les autres qui veulent plutôt ça, et d'autres qui veulent encore un troisième choix. Le président de la République peut être appelé, et dans ce cas-là, il va dire, alors, au vu de tous les éléments que vous me fournissez, je pense qu'il vaudrait mieux faire ceci. Dans ce cas-là, il tranche, voilà. Mais c'est un cas qui doit être extrêmement rare. Et pourquoi il a ce rôle-là? Parce qu'il doit être un arbitre, un gardien. S'il y a une décision importante, un conflit important entre les responsables politiques de la défense et également les autres chefs militaires, ça peut causer des gros problèmes pour la sécurité du pays, l'intégrité du territoire. Car ce sont des décisions militaires qui sont donc importantes pour la sécurité du territoire, sécurité intérieure comme extérieure. Et si le conflit, ça peut aussi créer éventuellement un soulèvement de l'armée. Il faut faire attention, c'est pour ça qu'on appelle qui? On appelle quelqu'un qui est au-dessus des conflits, au-dessus des contingences politiques, un président de la République, arbitre, gardien. Le chef des armées, donc le président de la République, actuellement, est responsable de la politique étrangère et de la défense nationale. Pour moi, c'est le gouvernement qui est responsable de la politique étrangère et de la défense nationale, pas le président de la République, car c'est un rôle politique. Le président de la République a un rôle essentiellement de gardien, de responsable, de représentant droit, honnête, responsable et compétent. Ici, je reprends évidemment des mots qu'on a vus dans l'épisode précédent et que j'ai rappelé au début de l'épisode concernant le choix de l'élection, concernant le choix d'un seul chef d'État. Actuellement, il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Alors si vous avez bien compris la logique, vous savez ce que je vais dire? Non. Non. Mais on verra juste après. L'article 15 le dit, il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Mais non, c'est le directeur président qui préside. Car c'est le directeur président qui peut exercer la présidence des différents conseils et comités, mais c'est surtout les directeurs qui sont responsables de la politique de défense. Le président de la République peut par contre y assister. Et là, contrairement au Conseil des ministres, il peut y participer. Mais seulement s'il y est invité par un membre du gouvernement. C'est un cas un peu différent, et s'il a un peu plus de pouvoir, il peut participer. C'est lié à quoi? C'est lié à son rôle, ici, de garant de l'intégrité du territoire, de l'indépendance nationale, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'assez sensible, et c'est pour ça qu'il a ce pouvoir-là, enfin cette possibilité-là de parler lorsqu'il y est invité, comme il a la possibilité de trancher en cas de conflit important. Alors maintenant, le pouvoir de déclencher le feu nucléaire. Alors, ce pouvoir est un pouvoir exceptionnel et sensible qui doit rester aux mains du président de la République après consultation des directeurs, du ministre de la Défense, des chefs militaires et de l'état-major. Aujourd'hui, il doit y avoir consultation, mais je pense pas que ce soit obligatoire. J'ai pas vraiment retrouvé les articles de loi parce que c'est pas marqué dans la Constitution. C'est marqué, je sais plus si c'est dans une loi ou dans un décret, mais en tout cas c'est marqué quelque part, j'ai pas réussi à retrouver. Mais en tout cas, actuellement, c'est le président de la République qui peut déclencher le feu nucléaire. Donc envoyer une bombe atomique, par exemple, pour ce qu'il y a de plus trivial. Ce pouvoir exceptionnel est donc sensible, évidemment, le feu nucléaire, la bombe atomique, c'est quelque chose qui est très sensible, vu les dégâts que ça peut causer, l'histoire en témoigne.
Pour moi, ça doit rester aux mains du président de la République. Pourquoi? Car il est au-dessus, il est un arbitre, un gardien, donc il est censé avoir une vision supérieure au-dessus des événements. Et donc, il peut juger que pour la défense de l'intégrité du territoire et l'indépendance de la nation, mais surtout l'intégrité du territoire, il y ait besoin de déclencher le feu nucléaire. C'est vraiment exceptionnel et très sensible, et on espère que ce ne sera jamais utilisé. Si ça doit être utilisé, il faut qu'il y ait consultation des directeurs, du ministre de la Défense, des chefs militaires et de l'état-major. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas décider seul, sans avoir vu, sans avoir entendu les personnes compétentes pour donner des avis sur la situation. Donc, les chefs politiques et militaires de la défense. Directeur, ministre de la Défense, chef militaire et d'état-major. Conclusion maintenant, nous avons enfin fini cet épisode concernant les rôles. Quel est donc son rôle, quels sont les rôles du président de la République dans ma vision politique constitutionnelle? Pour résumer donc, il incarne l'autorité de l'État, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du fonctionnement normal des pouvoirs publics, du respect des traités, de l'indépendance de la justice, et il défend la stabilité du régime et la bonne application des valeurs et objectifs politiques de la Constitution. Il peut saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité d'une loi. Alors ici j'ai laissé Conseil constitutionnel, mais son nom pourra changer. Son nom pourra changer, enfin on le verra plus tard. Et si je le dis, vous imaginez bien que c'est que je pense qu'il doit changer. Mais bon, bref, on le verra beaucoup plus tard quand on parlera du juge constitutionnel, et c'est pas un sujet qui arrivera tout de suite dans la série. Il promulgue les lois et signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Et il peut demander une seconde délibération du Parlement. Il a droit de grâce, il représente la France à l'étranger, nomme les ambassadeurs et ratifie les traités. Je précise ici, parce que je crois que j'en ai pas parlé au cours de l'épisode, il ratifie les traités. Il ne les négocie pas. Pourquoi? Car c'est un rôle politique de négocier les traités. Qui doit négocier les traités? Les ministres, voire les directeurs. Quel ministre? Ministre chargé de la politique étrangère, chargé des relations étrangères, des relations extérieures, enfin voilà, ce genre de ministre, ministre chargé des relations avec l'Europe, ou des affaires européennes, ça dépend comment on l'appelle. En tout cas, ce sont ces ministres-là, ou les directeurs, qui doivent s'en charger. Par contre, la ratification, c'est comme une promulgation ou une signature d'ordonnance et de décret, c'est pour rendre effectif le traité ou l'accord. Donc c'est au président de le faire. Également, il nomme les ambassadeurs, puisque c'est le représentant principal de la France, à l'étranger, même si, évidemment, elle le représente, mais politiquement, elle ne peut pas prendre de décision, donc il ne le représente pas seul, en réalité, il représente la France, mais accompagné souvent de ministres ou des directeurs, ou d'un des directeurs, qui, eux, sont plutôt chargés, en plus de la représentation, de la discussion, du débat et des décisions politiques, en tout cas d'un point de vue du pouvoir exécutif. Il accrédite les ambassadeurs et reçoit, évidemment, les ambassadeurs étrangers. Il autorise ou n'autorise pas la dissolution de l'Assemblée nationale, ou une motion de censure. Il autorise ou n'autorise pas, je l'ai déjà assez dit, mais il ne peut l'ordonner de lui-même. Autre pouvoir. Le président de la République ne peut ni participer, ni assister aux séances des chambres, y compris en commission, mais il a le droit de message comme actuellement. Il nomme les 3 directeurs, et il y a une compétence liée pour la nomination des membres du gouvernement, sur proposition des directeurs. Il recueille en effectif les démissions éventuelles, et les renversements du gouvernement. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État, mais c'est un pouvoir, ce sont des pouvoirs partagés avec le gouvernement. Donc sur beaucoup contre ça. Le président de la République ne peut qu'assister au Conseil des ministres, sans parler, ce n'est pas lui qui préside. C'est le directeur qui a le rôle de président, donc quand un des 3, selon la rotation, qui préside le Conseil des ministres. Le président de la République ne peut qu'assister, il ne peut même pas participer. Concernant la session extraordinaire du Parlement, je vous renvoie au détail dans l'épisode 27, fin de la partie 1A. Continuons la conclusion. Quel autre pouvoir? En cas de conflit important entre les chefs politiques et militaires de la défense, le président de la République peut être appelé pour trancher en faveur d'une des positions, des choix en débat. Le président de la République peut assister au Conseil et Comité supérieur de la défense nationale, il ne peut parler que lorsqu'il y est invité par un membre du gouvernement. Il peut également déclencher le feu nucléaire, c'est un pouvoir exceptionnel et sensible du président de la République, après consultation des directeurs, du ministre de la Défense, des chefs militaires et de l'état-major. Bien, il y aura sûrement d'autres pouvoirs, qui viendront avec de futurs épisodes, parce qu'ils sont liés à d'autres thèmes qu'on n'a pas encore vus. C'est donc un président arbitre, gardien et représentant droit. Est-ce qu'il est la clé de voûte du régime, comme le disait Michel Debré pour la 5ème République? Je pense que oui, il doit l'être, d'une certaine manière, mais avec des pouvoirs différents, en tout cas légèrement différents, et moins conséquents que lors de la 5ème République. Avec, ce que je propose ici, on a un chef de l'État pleinement arbitre, gardien et représentant. Mais il n'est pas chef de l'exécutif, ni chef des armées. Chef de l'exécutif et chef des armées, ce sont les directeurs. Et même chef des armées, ce sont les directeurs, et c'est aussi le ministre de la Défense, qui est là pour mettre en œuvre la politique de défense nationale.
décidé plus haut par les directeurs et également, en conséquence, d'une certaine manière, par la politique de la nation déterminée par l'Assemblée nationale. Donc, je répète, pour en finir, c'est un président de la République arbitre, gardien et représentant droit, c'est un chef de l'État avant tout, il n'est pas chef de l'exécutif ou chef des armées. Il a tous les pouvoirs que j'ai mentionnés juste avant dans cette conclusion et au cours de cet épisode, et peut-être d'autres pouvoirs qui viendront avec de futurs épisodes. Notamment peut-être liés au juge constitutionnel, au référendum que je n'ai pas rappelé ici dans la Constitution puisqu'on ne l'a pas encore vu en réalité. Le prochain sujet, maintenant qu'on en a fini en réalité, avec le chef d'État, puisque oui, on a vu comment il est nommé, combien il y en a, donc un seul, et quels sont ses pouvoirs, quels sont ses rôles. On pourrait voir, et on va voir sans doute plus tard, on va retrouver le président de la République, mais pour l'exercice de pouvoirs spécifiques. Quand on va parler de dissolution de l'Assemblée nationale, quand on va parler de motion de censure, il va revenir. Évidemment, on va en reparler. Mais actuellement, on en a fini pour ce qui est, disons, des points principaux. Et donc le prochain sujet sera un sujet différent. On va revenir sur le pouvoir législatif, puisqu'on va se demander si la loi peut intervenir sur tout. Peut-elle intervenir sur tout, dans tous les domaines, pour tous les sujets, ou doit-elle être limitée à certains domaines ? Ceux qui connaissent la Constitution actuelle savent à quoi je fais référence. Mais je ne vais pas le dire ici, puisqu'on le verra dans le prochain épisode. Merci à tous et tous d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez des questions, si vous souhaitez en débattre dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Restez quand même respectueux. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, je le dis assez rarement, à partager, à vous abonner. Merci encore, c'était Elsker, et à bientôt.